Bon, ce talk, il aurait pu aussi s'appeler Resto is the new AWS. Ça, c'est mon ami Svindler, enfin Denis, sur Twitter, qui m'avait partagé ce titre en ayant vu, entre guillemets, la photo de notre data center. Ça aurait pu aussi s'appeler Rex de 3 ans, de la construction d'une infrastructure en milieu associatif. Bon, petit disclaimer. On n'a pas transformé les Restos du Cœur en cloud provider. Je suis désolé de vous décevoir aujourd'hui. Deuxième disclaimer aussi, désolé pour le franglais. Je risque d'en faire assez régulièrement, donc s'il y en a qui ont un peu de mal avec le franglais, désolé. Et troisième disclaimer, si vous voyez l'acronyme RDC, au Resto du Cœur, on est très très friand d'acronymes. Donc Resto du Cœur, enfin RDC, c'est Resto du Cœur, hein, c'est pas République démocratique du Congo ou rez-de-chaussée, c'est vraiment Resto du Cœur. Donc, soyez pas étonnés. Donc, qui suis-je rapidement? Donc, je m'appelle Julien Briot, j'ai 26 ans d'Uptime, je suis ingénieur réseau quotidien, SRE chez Deezer, donc la plateforme de musique, la musique que j'imagine tout le monde connaît. Qui ne connaît pas Deezer ici? Yes! Tout le monde connaît, parfait. Je suis également auteur Linux pratique, j'écris assez régulièrement des articles techniques sur des sujets que notamment je mets en place soit chez Deezer, soit au Resto du Cœur, ou même des fois les deux. Donc je suis conférencier puisque je suis là devant vous aujourd'hui et je suis responsable infrastructure en tant que bénévole au Resto du Cœur et puis vous pouvez me retrouver facilement avec mon pseudo sur Twitter et sur Blue Sky, donc Juni5, c'est en rapport avec le robot qui est juste à côté, de l'autre côté pardon, qui s'appelle Johnny5 d'un film qui s'appelle Short Circuit, mon film préféré de quand j'étais petit. J'ai tendance à l'appeler le Wally raciste des années 80. Ne me demandez pas pourquoi c'était mon film préféré, mais bref, film d'enfance, donc voilà. Et justement, le jour où j'ai changé d'Uptime, sur Twitter, j'ai partagé une petite photo où on est allé chercher avec mon petit frère, qui fait partie aussi de l'équipe infrastructure des Restos du Cœur. On allait chercher du matos pour l'infrastructure des restos chez Michelin, chez nos amis à Cholet. Et ce soir, nous avons donc la soirée avec David Pilato, où nous allons mixer ensemble. Donc vous allez me retrouver aussi en tant que DJ ce soir, parce que j'ai eu plusieurs vies en fait avant de faire de l'informatique. Je suis la personne qui est à gauche de la photo, où justement je faisais pas mal de festivals comme ça. Donc si vous voulez me voir mixer, ça sera ce soir. Maintenant, je vais vous parler des restos, et plus exactement d'il y a 39 ans, avec cet audio. Qui fonctionne. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Donc ça, ce que vous venez d'entendre, c'est l'appel de Coluche sur Europe 1 en 85, lorsqu'il a en fait lancé l'idée des Restos du Cœur, idée qui perdure d'ailleurs toujours. Donc les Restos du Cœur, en quelques chiffres, qui connaît pas les restos ici? Pareil, j'imagine que tout le monde connaît. Parfait. Les restos en quelques chiffres, parce qu'en fait pour parler des restos, il faut surtout parler de chiffres, c'est 171 millions de repas servis sur la période de 2022 à 2023. Donc c'est plus 1,3 million que l'année précédente. C'est au total 112 associations départementales, donc 112 entités juridiques différentes, 78 000 bénévoles approximativement, alors c'est un chiffre qui évolue assez régulièrement en fonction notamment de ce qu'on appelle les bénévoles d'un jour. Par exemple, si vous faites la collecte alimentaire dans les magasins, ça c'est souvent du bénévolat d'un jour. Donc on a à peu près 35 000 bénévoles en moyenne qui utilisent l'informatique au resto, au quotidien. Et on a 2333 lieux d'accueil. Les lieux d'accueil, ça va être ce qu'on appelle les centres de distribution, ce que tout le monde à peu près connaît. Donc là, on va distribuer des denrées alimentaires, mais ça va être aussi les maraudes, ça va être aussi les lieux d'inclusion numérique, ce genre de choses. Et justement, dans ce que je disais juste précédemment, donc ça va être l'inclusion numérique. On va avoir aussi les jardins de proximité. On va avoir des jardins où, historiquement, si vous regardez le logo des restos, vous avez les restos du cœur, les relais du cœur. Les relais du cœur, en fait, c'est ce qu'on appelait, nous, les jardins. C'est ce qui permettait, tout au démarrage, vu qu'on n'avait pas la possibilité de faire de l'aide toute l'année, d'avoir des jardins qui produisent en permanence des fruits et des légumes et pouvoir les distribuer sur la période où on n'avait pas du tout la possibilité de faire de distribution habituellement.
Donc on va aussi retrouver de l'aide à l'emploi et plein d'autres choses. La petite enfance, et d'ailleurs notamment cette année, c'est l'année de la petite enfance au resto. Le fonctionnement des restos global, et il est important de vous le situer un petit peu, il est très pyramidal, dans le sens où vous avez l'association nationale qui est tout en haut de l'échelle, qui vient en fait apporter des standards pour à peu près toutes les associations départementales. Vous avez entre ça les délégations régionales, qui vont gérer, comme son nom l'indique, les régions, donc faire redescendre les informations de l'antenne nationale directement aux antennes départementales. Et ensuite, vous avez les antennes départementales, puis les centres de distribution. Donc ce que nous, on voit au quotidien, donc sur tous les centres de distribution, c'est ce qui est en fait finalement tout en bas de l'échelle au Resto du Cœur. Et il y a un truc à retenir, c'est que malheureusement, tant qu'on est là, c'est que ça ne va pas. Les restos, c'est une association qui avait plutôt pour objectif de disparaître, et en fait, il se passe exactement l'effet totalement opposé. Plus le temps passe, plus on grossit. Donc c'est vraiment problématique. Donc je vais vous parler maintenant de comment moi je suis arrivé au resto. Je suis arrivé donc à l'antenne départementale, dans une antenne départementale, et notamment donc l'antenne départementale du 28 d'Eure-et-Loir. Et les premiers constats que j'ai fait au resto, ils étaient un peu casse-gueule, on va pas se le cacher. Le premier, ça va être surtout la solitude du début. En fait, quand je suis arrivé, j'étais tout seul. Donc il y avait déjà personne avant moi qui était encore là, donc j'ai pas eu de passation d'informations. Mais au-delà de ça, j'étais tout seul, surtout pour tout reprendre. Donc en faisant notamment, en ayant à devoir faire avec l'historique. Et quand je parle d'historique, je parle surtout du fameux PC qui traîne dans un coin. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui font de l'associatif ici, mais la grande majorité du temps, les services, soit ils tournent sur VH, parce que ça coûte pas trop cher, soit ils tournent sur un PC dans un coin, et on ne sait pas trop ce qui tourne là-dessus. Et justement, c'était le gros problème de ce truc-là, c'est est-ce qu'il y a des sauvegardes de ce PC serveur, entre guillemets? Bon, spoiler, non. Est-ce qu'il y a de la redondance? Bon, là, je pense que vous l'avez remarqué, hein, un PC dans un coin tout seul, non, il n'y a pas vraiment de redondance. Honnêtement, il y a quoi qui tourne là-dessus? Je pose la question, hein, vraiment, quand vous arrivez devant le PC ou vous allumez le truc, vous voyez, qu'est-ce qui tourne sur ce truc-là? Et imaginez ça presque x 112, puisqu'on a 112 antennes départementales complètement différentes. Imaginez ça x 112. Enfin, c'est une galère infâme à gérer au quotidien. Donc moi, dans le 28, je me suis dit, ok, c'est quand même mon métier, l'infrastructure, pourquoi pas monter une petite infra, justement, histoire d'améliorer tout ça. Alors on avait regardé un peu les coûts sur AWS, enfin pas sur AWS, sur OVH notamment, par rapport à ce qu'on consommait, ça nous coûtait moins cher de récupérer des machines, et puis sachant qu'on ne paye pas les LEC. Donc on est parti là-dessus. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé avec la toute première version du DC, donc le fameux DC-OVC, parce que si on regarde bien, on a un WC juste derrière, et un mitigeur qui pendouille. Ça, c'est la toute première version du data center, à savoir une toute petite baie avec le réseau redondé. On va retrouver les serveurs redondés, et puis, souci du détail, la clim bien positionnée devant, histoire de refroidir tout ça. Donc voilà, toute première version du DC des restos. Bon, il y en a d'autres qui ne sont pas posés tant de problèmes, ils ont pris le choix de la facilité, entre guillemets, et ils sont passés sur des solutions type OVH ou AWS, parce que historiquement, les restos utilisent aussi un peu AWS. Sauf que tout ça, c'est très bien, mais ça coûte un pognon monstre, sachant que si vous le multipliez par 112 antennes départementales, si tout le monde se met à faire ça, ça va coûter vraiment très très cher. Et sur cette infrastructure que je vous ai présentée juste avant, j'ai déployé des services, parce que l'antenne départementale du 28 s'est dit, voilà, en fait, on aurait tel besoin, donc on est arrivé quasiment avec une trentaine de besoins différents, donc ça a été déployé là-dessus, et puis ensuite, la région s'est dit, Julien, c'est bien ce que tu as fait, est-ce que tu veux pas plutôt le proposer à toute la région Centre-Val-de-Loire? Je me suis dit, ok. Par contre, sur 2 serveurs, ça va difficilement tenir, parce que là, on passe de 500 utilisateurs à presque 5000. Ça devient un peu plus compliqué. Donc, on a une entreprise, notamment lilloise, donc on est allé à Lille, on est parti de Chartres pour aller jusqu'à Lille, chercher des serveurs, encore une fois, où on a monté, donc cette fois-ci, on a récupéré deux vraies baies de serveurs, et on a pu installer comme ça des serveurs. Encore une fois, le souci du détail, là, cette fois-ci, on a des problèmes de riches, puisque c'est un serveur qui nous permet de poser le PC portable. Mais au-delà de ça, on a une infrastructure qui nous a permis d'accueillir les besoins de toutes les antennes départementales de la région Centre-Val-de-Loire. Et ça a été rendu possible parce que justement, et je pense que peut-être certaines d'entre vous l'ont vu passer, ça m'arrivait assez régulièrement de faire des petits tweets comme ça, parce qu'on avait des besoins.
d'informatique pour vous exprimer en fait le besoin, et c'est comme ça qu'on a récupéré le matériel. Et arrivé le moment un peu de la délivrance, parce que, et je pense que le changement de logo, vous le sentez venir, hein, le changement de logo n'y est pas pour rien. Celui des restos, c'est un cœur. Le nouveau logo de Deezer, c'est un cœur aussi. Deezer a changé, enfin a migré une partie de son data center vers un autre, et s'est dit, on ne sait pas trop quoi faire de ces machines-là, mais elles sont encore totalement utilisables. Est-ce qu'on les donnerait pas justement au resto? On me dit, Julien, est-ce que ça t'intéresse? Je fais, clairement. Et à ce moment-là, en fait, on est venu avec nos camionnettes chercher les serveurs. Donc, on a bougé un peu plus de 3 tonnes de serveurs au total. Et on les a ramenés à Chartres. On s'est dit, OK, c'est bien d'avoir toutes ces machines, mais bon, ça sert à rien, honnêtement, surtout si ça reste dans un stock. Donc, il a fallu les installer. Donc, on les a installés, bien évidemment, à Chartres, dans un endroit où il n'y a pas grand-chose, à part des champs à perte de vue, une cathédrale et le data center des Restos du Cœur. Dans un endroit où on y stocke de la nourriture, mais aussi de la donnée maintenant. Et donc, ce qui nous a donné cette deuxième version de l'infrastructure. Donc là, encore une fois, vous avez mon petit frère, d'ailleurs, qui pose sur la photo avec une casquette de Vox Days Luxembourg, avec qui on a installé les machines, on les a rackées, et l'antenne nationale, à ce moment-là, m'a dit, en fait, Julien, ça serait bien, mais que tu proposes tous ces services-là pour encore plus que la région. Donc on s'est dit, OK, maintenant on peut le faire, vu qu'on a les machines. Donc on a commencé véritablement à construire. C'était pas simple, hein. J'adore, je passe un peu de temps pour trouver des gifs comme ça. Et donc, on est arrivé à ce résultat. Donc, on a 3 B maintenant de serveurs qui tournent, qui constituent le tout premier point de présence. Donc, POP, c'est justement le premier point de présence. Alors, le chiffre du bas est même plus vrai, hein. On est à 100% de dons. On était à 98% jusqu'à quelques temps, parce qu'en fait, la seule chose qu'on n'a pas eu en don, c'était la clim. Et finalement, on a eu une subvention pour la climatisation. Donc en fait, on a 100% de dons sur ce projet. Donc tout ce que vous voyez sur la photo, rien n'a été acheté, même les câbles. C'est dire, on a des data centers qui travaillent à côté de chez nous, qui nous ont donné les câbles. Donc on n'a rien eu à acheter. Et on peut très clairement le dire, on a Stonks. Mais tout ça c'est bien, mais ça ne sert pas à grand chose. Alors vous allez me dire, mais pourquoi autant de machines? La première chose qu'on s'est dit, et je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a de la redondance sur ces serveurs? Eh bien, il y a un truc qu'on va chercher absolument à avoir au resto, c'est la résilience. Et la résilience, ça passe naturellement quand même par avoir plusieurs machines. Et d'ailleurs, ce gif, encore une fois, je le trouve extraordinaire pour représenter la résilience. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est Dewey dans Malcolm qui fait « toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves ». C'est un peu ça l'idée. C'est globalement, on va avoir par exemple 3 machines sur un pool de serveurs. Et s'il y en a une qui meurt, c'est pas très grave, j'ai les 2 autres qui continuent de fonctionner. Donc on est résilient sur le service. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ce projet? Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai rejoint l'AN, enfin plus exactement l'association nationale, donc tout en haut de l'échelle, yes où l'antenne nationale en fait a absolument aucune idée de ce qui tourne dans les antennes départementales. Vous imaginez, vous êtes tout en haut de l'échelle, mais vous ne savez pas ce que les antennes départementales font. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, ils passent un message en disant qu'est-ce qui tourne chez toi? Autant vous dire que personne ne répond. Et éventuellement, de temps en temps, elles détectent qu'il y a des trucs qui sont déployés en leur disant attends, mais tu m'as foutu un WordPress qui est en version je ne sais pas trop combien et qui a tant de CVE qui sont disponibles. Est-ce que tu as possibilité de patcher ce truc-là? Autant vous dire que c'est de foutre un bout de scotch sur une faille béante. Et en plus de ça, tous les besoins des antennes départementales, s'il avait fallu l'héberger sur du cloud, notamment, du cloud public, je veux dire, ça aurait coûté, encore une fois, très très cher. Et ça, les restos ne peuvent pas se le permettre. Et il y a un truc vraiment à retenir au resto, c'est qu'1 euro dépensé, c'est un repas qui n'est pas distribué. Donc ça, vraiment, c'est le truc qu'il faut retenir au resto, c'est 1 euro dépensé, c'est un repas qui n'est pas distribué. Et je peux vous assurer, quand vous pensez comme ça au quotidien, vous cherchez des solutions totalement différentes. Maintenant, je vous propose qu'on commence à parler un petit peu de technique, parce que là, je vous ai un petit peu expliqué d'où on vient. Maintenant, je vais vous expliquer comment on a transformé les Restos du Cœur en cloud provider. Et pour commencer, quand on crée un cloud, le premier truc à faire, et ça tombe bien parce que c'est mon métier au quotidien, vu que je suis ingé réseau, c'est de faire du réseau. C'est le réseau qui interconnecte toutes nos machines. Donc, on a un réseau dit de out of band, donc c'est la possibilité de se connecter à distance si jamais on perd le réseau principal. On a un réseau totalement détaché de ce truc-là, via de la 4G, via de la 5G. On a un réseau 1 giga classique sur nos serveurs pour pouvoir
gérer le management, pour pouvoir se connecter sur les serveurs qui font tourner le cloud, mais également pour provisionner automatiquement les machines. On va avoir un réseau de 10 gigs pour la production, pour le stockage, etc. Historiquement, on était, ça c'est lié au don, hein. On était sur du réseau niveau 2, Cisco pur. Maintenant, on est plutôt sur du full routé, donc avec une architecture Leaf Spine et Super Spine, donc avec une tête de réseau, en BGP, EVPN et VXLAN. Donc ça nous donne 17 millions d'opportunités de création de sous-réseaux différents. Donc c'est ce que font les gros cloud providers, hein. Ils utilisent notamment ce genre de technologie-là. Et j'avais discuté avec des gens qui justement bossent chez AWS et ils m'expliquaient que c'était aussi du BGP et VPN. Donc on est sur les mêmes technologies d'une certaine manière que ces gens-là. Bon, pour que toute l'infrastructure puisse tourner, il faut quand même appliquer des règles dès le démarrage, parce que sinon ça peut très rapidement devenir le chaos. Et donc la première règle qu'on s'est dit, et ça répond à la problématique qu'on avait, c'est qu'est-ce qui tourne sur ces serveurs? Là, pour éviter ça, on a du code quasiment partout sur l'infrastructure. Donc c'est-à-dire qu'on fait vraiment de l'infrascode de bout en bout. Donc première chose, c'est pour limiter le shadow IT, donc toutes les choses qui sont déployées mais pas référencées. Ça nous permet d'accélérer les déploiements. Ça nous permet aussi de faire des rollbacks très facilement s'il y a besoin. Donc typiquement, on s'est trompé sur une merge request, hop, on rollback automatiquement. Ça nous permet d'appliquer aussi toute la partie SaaS DAST, donc vérifier qu'on n'a pas des creds qui se baladent en clair sur une merge request, sur un truc qui va se retrouver en production. Ça, c'est le genre de choses qu'on vérifie. Et puis, on va aussi avoir une revue des modifications qui vont être apportées par d'autres personnes de l'équipe. Ce n'est pas une personne qui décide et qui fait la mise à prod, c'est plusieurs personnes, en fait, vont prendre la décision que ça va passer en production. Bon, si vous êtes développeur, c'est tout à fait commun, ce fonctionnement-là. Et ça, je l'ai d'ailleurs expliqué un petit peu dans 2 conférences, dont une sur OctoDNS, donc un outil qu'on utilise au resto pour la gestion de manière agnostique du DNS, et le deuxième où j'ai donné une université cette année à Devox, avec 2 amis, que je vais recroiser d'ailleurs demain à BDX.io, Idriss Neumann et puis Alexis Falla. On a parlé de Pulumi, donc pour faire de la gestion as code de l'infrastructure. La deuxième chose aussi, c'est la sécurité au cœur du projet. On a vraiment cherché à mettre la sécurité dès le démarrage, parce qu'en fait, on s'est dit, sinon, ça ne prendra jamais, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, qu'est-ce que j'entends par là? Notamment, on n'a pas de connexion possible directe sur les machines. Toutes les connexions sur les machines, donc il n'y a pas de SSH, elles passent obligatoirement. Alors, pour l'application des configurations, donc c'est via de la CI/CD, et si on a besoin de se connecter sur une machine, c'est via notre bastion, qui enregistre automatiquement tout ce qu'on fait, téléporte, donc ce qui nous permet de donner finement, on va dire, les droits de qui a droit d'accéder à tel pool de machines. En plus de ça, on va avoir ce qu'on appelle un SIAM XDR qui va nous permettre de vérifier notamment l'application du benchmark CIS. Donc c'est un benchmark qui fournit tout un ensemble de bonnes pratiques de sécurité. On l'applique, en fait, on le vérifie tous les jours pour s'assurer que nos machines correspondent bien à ces benchmarks-là. On va aussi être alerté si, par exemple, quelqu'un se connecte sur une machine lorsqu'on est dans les heures non ouvrées. Et puis les alertes de CVE, les grosses CVE, on a tout de suite une alerte sur Slack, comme ça on peut la patcher. On a aussi REngine pour faire de la reco, donc tout ce qui va être publié publiquement, automatiquement c'est analysé par l'outil et on a un rapport qui ressort en disant, voilà, par exemple ton WordPress, tu feras attention, il y a un il y a l'interface d'administration qui est disponible à tout le monde, donc ça il faut que tu me le corriges. Donc la troisième règle, c'est qu'on va chercher au maximum d'avoir de l'infrastructure immuable, c'est-à-dire que nous, on utilise beaucoup Canonical, en tout cas pour la partie OS, on est sur l'Ubuntu, histoire de rester assez classique. Et donc on utilise Canonical Mass, Metal as a Service, avec Packer, et donc on déploie des images qu'on build préalablement, automatiquement sur nos serveurs, et on les reprovisionne à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'adhérence au hardware. Si jamais on a besoin de reprovisionner des machines, on recommence à chaque fois, ainsi de suite. En fait, on gère vraiment notre bare métal comme si c'était des VM. On n'a pas le bare métal, on pourrait le changer, on peut le changer en permanence, ça ne pose pas de problème, puisque justement, ils ont toujours la même configuration. Donc ça, c'est fait grâce à ces outils-là, et ce qui nous permet aussi de faire des déclenchements automatisables via des REST API. Bon, après, par contre, tout n'est pas immuable. Notamment, en fait, on va retrouver, par exemple, la partie stockage, les BDD, ce genre de choses. Ces éléments-là ne sont pas encore immuables au resto, donc pour y arriver, on a encore toujours Mass, mais cette fois-ci, on a du Cloud Init qui vient installer en fait un agent pour déployer la configuration et on gère le cycle de vie comme ça un petit peu grâce à Metal as a Service. Ensuite, on va retrouver Rudder. Donc Rudder qui est un outil français
de gestion de configuration qui va nous permettre de déployer sur ces nœuds qui ne sont pas immuables les configurations des utilisateurs, les clés SSH, faire le patch automation automatiquement, alerter en cas de drift sur la machine. Donc en fait, quasiment la même chose que ce qu'on a sur la partie immuable, si ce n'est que la machine va rester telle qu'elle jusqu'à la fin de sa vie quasiment. Donc ça, c'est des choses qu'on fait au quotidien grâce à cet outil. Donc voilà, hein, puis en plus, pour les DSI, ils sont super contents parce qu'ils ont une jolie interface web avec des graphes en leur disant « Attention, bah là, voilà, je suis totalement compliant sur tout mon parc ». Et comme je l'ai dit, hein, on fait des campagnes de patch automation, donc c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on va dire aujourd'hui, tu vas me patcher de telle heure à telle heure tous les load balancers et tu me les redémarres s'il y a besoin, en me les sortant du pool, etc. Donc ça, Rudder permet de le faire puisqu'il a un agent qui est installé. Et c'est open source, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Pour le déploiement de configuration, on le fait, là j'ai parlé de gestion de configuration, maintenant déploiement de configuration, ça on le fait avec Ansible, tout à fait classique, où on stocke dans GitLab les rôles et les collections dans un repo Git bien dédié. Et ensuite, après, on va avoir un repo défini par stack. Donc là, par exemple, pour provisionner Rudder, on a Rudder-provisioning. Dedans, on a tout le code Ansible. Et c'est la CI/CD qui applique. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'applique jamais depuis notre poste la configuration Ansible. C'est lorsqu'on fait une merge request, on a le check qui est fait sur la merge request. Lorsqu'on merge sur main notamment, et automatiquement, c'est appliqué et ça part en production. Et donc ça nous permet aussi d'avoir de la pré-prod, de la staging sur de la production. Donc on n'applique jamais directement sur la prod en premier lieu. Ensuite, le partage, ça c'est hyper important. On a gardé l'idée que l'infra doit être partagée. C'est-à-dire qu'elle doit être accessible pour tout le monde au niveau des équipes informatiques des restos. C'est un peu plus de 200 personnes, hein, l'équipe informatique. Quand je parle d'équipe informatique, c'est les informaticiens dans les antennes départementales. Ça permet d'avoir un effort concentré, c'est-à-dire que si par exemple un informaticien a une idée en se disant bah voilà, cette application pourrait être super en production chez nous, et bien automatiquement, elle pourrait profiter à d'autres antennes, et bien automatiquement, il peut la déployer sur notre infrastructure de manière ouverte et la proposer à d'autres. Donc tout doit être documenté, donc on a tout un lot de documentation, notamment les runbooks, s'il y a un problème, s'il y a un pépin sur l'infrastructure, qu'est-ce que je fais, comment je redémarre le service, qu'est-ce que je dois faire, plus exactement. Et ça reste une construction commune. Bon, maintenant, on va parler vraiment du cloud. Là, je vous ai un petit peu introduit la partie technique. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, et notamment parler de ce qu'il y a sous le capot du cloud. Donc, on utilise Kubernetes. Alors, Kubernetes, oui, mais pourquoi? Alors, ça nous permet en fait de faciliter les déploiements et la mise à l'échelle des éléments en fait qui constituent ce qu'on appelle l'undercloud. Donc c'est ce qui fait, c'est toutes les briques qui vous permettent d'exposer des API. Donc on utilise Helm pour pouvoir l'utiliser ce truc-là. Et puis c'est un outil qu'on aime beaucoup Kubernetes parce que c'est Astran friendly et je peux vous assurer quand vous êtes bénévole, vous voulez des outils qui ne vous appellent pas. Surtout quand vous gérez de la prod en tant que bénévole. Vous voulez des outils qui ne vous appellent pas. Donc s'il y a une machine qui tombe, c'est pas grave, ça continue de fonctionner. Donc pour déployer ce truc-là, comme on utilise beaucoup Ansible historiquement, donc on avait du kubespray, on a du Velero pour sauvegarder nos clusters cubes, et on utilise Argo CD parce qu'on fait de la CD sur ces éléments, et ce qui nous permet notamment de faire du blue-green. C'est bizarre de parler de blue-green alors que la photo est en noir et blanc, enfin le GIF est en noir et blanc, mais là il faut imaginer que les Power Rangers sont bleus et verts. Hein. Mais voilà un petit peu comment ça se passe pour l'undercloud. Et donc, pour ce qu'il y a en dessous l'undercloud, et donc l'undercloud, c'est donc le fameux moteur du cloud, et notamment, on utilise OpenStack. Alors, vous allez me dire, quoi, OpenStack en 2024? Il y a encore des gens qui utilisent ce truc-là? Bah oui, parce qu'en fait, on a utilisé un algorithme qui est très très bête, qui est celui de Feynman, qui consiste à dire, tu écris ton problème sur une feuille, tu réfléchis à ton problème, tu écris la solution. Et ben, je peux vous assurer, quand vous faites ça, vous prenez des solutions, alors, vous choisissez des solutions qui souvent vous embêtent un peu parce que ce n'est pas celles qui vous plaisent le plus, techniquement parlant, mais à côté de ça, vous prenez des solutions qui sont pragmatiques par rapport à votre besoin. Et là, en l'occurrence, nous, notre besoin, il allait bien plus loin que juste une VM, donc OpenStack était tout à fait entendable. Donc, comme je l'ai dit, hein, on aurait pu partir sur un hyperviseur, sauf que ça va bien au-delà de la VM. Donc, VMware, non, c'est même pas la peine parce que je ne sais pas si vous avez vu le prix des licences, mais non. 1 € dépensé égale un repas pas distribué, hein, je le rappelle. On aurait pu partir aussi sur Proxmox, qu'on utilise encore, hein, notamment dans l'underlay, parce qu'on l'utilisait historiquement.
Alors, moi, j'ai plutôt tendance à l'appeler Proxmosh. Non, on n'est pas parti là-dessus parce qu'encore une fois, c'est juste un hyperviseur et c'est pas ce dont on a besoin. Et donc, on est parti sur OpenStack. Mais OpenStack, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de le déployer. C'est un peu chiant, on ne va pas se le cacher. C'est assez horrible à maintenir quand vous voulez faire des montées de version parce que c'est du Python. Et que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des montées de version d'outils écrits en Python, mais ce n'est pas le truc le plus simple au monde. Et puis, par défaut, ça ne scale pas des masses. Et donc, OpenStack, c'est des microservices qui se connectent à des bouts d'infrastructure. Et ça, il faut vraiment le garder, et ça permet d'exposer des API pour des bouts d'infrastructure définis. Et donc, qu'est-ce qui est fait actuellement et qui fonctionne très bien pour héberger et pour faire scaler notamment des microservices? Eh bien, vous l'avez deviné, hein, c'est Kubernetes. Et donc, c'est pour ça qu'on fait tourner l'ensemble de ces microservices-là, qu'on va retrouver ici. Donc, par exemple, Nova, c'est la partie de compute, Glen, c'est la partie des images qu'on va mettre à disposition, Neutron, la partie réseau, Cinder, le stockage, donc bloc object, Swift, pardon, la partie object storage, etc. Donc, tous ces éléments-là, c'est des microservices qui se connectent à des vrais bouts d'infrastructure, mais qui tournent dans Kube pour pouvoir avoir justement cette haute disponibilité du control plane. Donc, on a des éléments qui tournent encore historiquement dans le Proxmox, donc la partie RabbitMQ dont a besoin OpenStack. Mais par contre, tout le control plane OpenStack tourne dans Kube. Donc on a un cluster Kube qui est dédié au control plane OpenStack. Et même maintenant, nos nœuds de compute sont des nœuds, des nœuds en fait, Kubernetes, ce qui nous permet même de les gérer en fait comme si c'était des nœuds Kube classiques, si ce n'est qu'on fait tourner des VM dessus. Et donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et tout en bas de ce côté-là, vous allez retrouver la partie compute OpenStack dit d'overflow, c'est-à-dire qu'en fait, on a des nœuds qui tournent en permanence et on a d'autres qu'on allume en fonction de la demande. Et c'est ce qu'on appelle l'overflow. Donc vous l'aurez compris, OpenStack, c'est ce que je pourrais appeler l'autopartage de l'informatique. C'est pas juste de la VM, c'est bien au-delà. On va pouvoir fournir du stockage, etc. Et donc, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, il y a vraiment cette différence à avoir entre l'overlay et l'underlay. L'overlay, globalement, c'est ce que les gens voient et vers ce que nous voyons, donc l'underlay. Ou alors, on pourrait le traduire autrement en disant que c'est ce que les gens utilisent et ce que nous maintenons. Voilà comment un petit peu on peut différencier cet overlay versus underlay. Et donc OpenStack, ça permet aux antennes départementales d'avoir une interface, déployer leurs services dessus, comme ils le feraient chez OVH, parce que c'est la même techno, déployer leurs services de manière totalement transparente et à l'antenne nationale de déployer aussi ces services à l'échelle nationale. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous l'aurez compris, le besoin est bien au-delà de VM. Le cloud du cœur, c'est maintenant ce qui a apparu justement avec l'arrivée d'OpenStack au resto. C'est cette notion justement de cloud du cœur. Donc ça nous permet comme ça d'avoir cette interface où les gens peuvent se connecter dessus, créer leurs services. En fait, on a véritablement un cloud provider grâce à ça. Donc comme je le disais, OpenStack fournit en fait expose des API par rapport à des vrais bouts d'infrastructure qui existent derrière. Donc là, par exemple, Designate, c'est le microservice OpenStack qui permet d'offrir des API pour du DNS. Donc en l'occurrence, nous, derrière, finalement, sous le capot, et ce que les gens n'ont pas utilisé, c'est PowerDNS et Unbound. Ça, ils n'ont pas à le gérer, c'est nous qui nous en occupons. Eux, ils ont juste à créer dans leur interface leur zone DNS. Nous, on s'occupe de comment on l'expose et comment elle est stockée. Pour gérer ces secrets, il y a Barbican, qui fonctionne plutôt bien. Pour le stockage, on va fournir de l'object storage et du block storage en fonction de la demande. Et bah derrière, en fait, c'est du Ceph. En plus, ce qui est bien avec Ceph, c'est pareil, c'est une techno qui est astreinte friendly. Si vous avez des disques qui disparaissent dans le pool, il les retire. Éventuellement, vous perdez un peu de place, mais globalement, ça se passe plutôt bien. On va avoir aussi de la base de données managée. Donc, on va pouvoir fournir du MariaDB, du Postgres, du Redis, enfin toutes ces technos-là, en tant que service directement dans la plateforme de cloud. On a beaucoup d'applications en resto qui utilisent par exemple du Maria. Et ben, c'est du Maria managé directement par nos équipes. Donc, par notre équipe, où justement, en fait, derrière, c'est du MariaDB, c'est du Postgre. On va faire ce qu'on appelle de l'hyperconvergence. Alors, l'hyperconvergence, pour ceux à qui ça ne parle pas, historiquement, on avait tendance à mettre les hyperviseurs d'un côté, le stockage de l'autre. Et bien maintenant, on met tout au même endroit. On a l'hyperviseur, le stockage et le réseau sur les mêmes nœuds. Donc, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de machines, beaucoup de capas dans très peu d'espace. Donc on a 80 machines à peu près sur le POP de l'UC, de l'antenne du 28, ce qui nous permet d'avoir en moyenne entre 512 et 1 Tera de RAM par serveur
avec 32 cœurs, donc Big Xeon 32 cœurs. Et donc on a une très grosse capa grâce à ça, en prenant très peu d'espace. Parce qu'en fait, vous avez l'OS à l'arrière du serveur, et puis tous les disques en façade, devant, c'est le Ceph qui est embarqué. On a une gestion assez particulière de l'énergie, parce que vous en doutez, des serveurs, ça consomme de l'électricité, et que globalement, on a un contrat qui instaure que on a un contrat à la consommation, donc plus je consomme, plus je vais me mettre à payer. C'est à peu près comme ça pour tout le monde. Donc, on a besoin d'allumer, d'éteindre les machines de manière totalement automatisée. Alors, ça me permet de vous introduire un talk que je vais donner cette année à l'OS XP. Donc, c'est Open Bar Metal, c'est pas vers ça ici. C'est un outil que j'ai développé au Resto, donc écrit en Rust, qui nous permet de venir en fait faire scaler le matériel automatiquement. C'est-à-dire que plutôt qu'il y ait un admin qui vienne allumer la machine, l'approvisionner, tout le bazar, en fait, c'est l'outil qui vient se connecter à plusieurs sources de données. La première, ça va être notre TSDB, donc Victory-Metrics, en disant, par exemple, sur le pool KVM, donc le pool d'hyperviseur, si j'atteins 70%, je veux que tu me démarres une nouvelle machine, pour justement pouvoir absorber la future charge qui est en train d'arriver. Donc ça, c'est ce que fait l'outil en permanence. En plus de ça, la deuxième chose à prendre en compte, c'est la température de la salle serveur. S'il se met à faire 37 degrés dans la salle, ça va commencer à devenir compliqué, donc on ne va pas redémarrer de nouvelle machine. Donc lui, il vient aussi vérifier la température de la salle serveur. S'il fait trop chaud, il ne démarrera pas de nouvelle machine. Parce que l'effet Joule veut que plus je consomme, plus je vais mettre à chauffer. Enfin, les choses qui consomment, entre guillemets, chauffent. Donc on va éviter ce genre de choses. Et donc ça permet automatiquement de provisionner, de rajouter des nœuds au pool et d'absorber la charge. Et donc là, pendant que je vous parle, il y a très certainement des serveurs qui viennent de s'allumer, de provisionner, et ils vont se déprovisionner automatiquement une fois que la charge aura disparu. Et donc pour y arriver, encore une fois, c'est Metal as a Service de Canonical qui permet de le faire, et Victory-Metrics. Mais ça, je le détaillerai dans ce talk. On fait du Cubeception au Resto. Tout à l'heure, je présentais les microservices. Là, encore un autre. Magnum. Magnum, c'est le microservice d'OpenStack qui permet de faire du cluster cube à la demande. Donc, comment ça tourne? Alors ça, c'est juste pour la blague, hein, j'ai mis ça globalement. On a Kubernetes qui fait tourner le control plane OpenStack. Qui, dans le control plane OpenStack, on a un microservice qui s'appelle Magnum, qui va déployer des clusters cubes. En fait, en réalité, les clusters cubes qui vont être déployés, c'est de la VM. Hein. C'est de la VM avec, justement, Kubernetes d'installer dedans. Donc, plus exactement, ça va se mettre... Enfin, le cluster cube qui va être déployé, il va tourner sur les hyperviseurs OpenStack. Rien de bien fou hein, sur le principe, mais c'est hyper pratique parce que ça nous permet de commander des clusters, les provisionner, déprovsionner et surtout de les faire scaler en fonction de notre demande. Et tout ça, ça nous permet de fournir du service fiable et rapidement. Donc pour y arriver, on a toute une surveillance qui est faite donc, autour et notamment de l'observabilité. Donc toute application qui est déployée se doit d'être observée et alertée. Donc les alertes doivent être configurées. On a tout à l'heure, je l'ai expliqué, les runbooks. Donc les runbooks, comment ça se passe? On a une alerte avec le nom de l'alerte. Et là, en l'occurrence, on va retrouver un petit bouton sur Slack, sur l'alerte qu'on va recevoir, avec le runbook et le dashboard. Donc le lien vers les graphes, pour savoir visualiser un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et le lien surtout vers la documentation en disant, voilà, cette alerte, elle correspond à ça, voilà ce que tu dois faire. Donc on a ça pour tous nos services. Donc c'est-à-dire que s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, souvent ce que je lui fais faire, c'est une semaine de run, si je puis dire, et il va apprendre plein de choses, parce qu'en fait, il va avoir plein de trucs tombés, il va regarder, il va prendre la documentation, il va pouvoir pianoter, et automatiquement corriger le truc, et donc il va pouvoir monter en compétences comme ça. On a besoin d'une source de vérité au Resto pour pouvoir faire fonctionner toute cette infrastructure. Alors, il nous fallait une seule source de vérité, parce qu'historiquement, on en avait plusieurs. À savoir, au démarrage, on a commencé avec un spreadsheet, donc on avait un fichier Google où on stockait toutes les informations. Puis après, on s'est retrouvé avec l'inventaire de Rudder, d'Ansible et d'OctoDNS, donc on a 3 fois l'inventaire avec 3 informations différentes. Qui croire? Et donc c'est après ça qu'on a eu cette notion de CMDB, donc Configuration Management Database, qui est arrivé avec Netbox. Donc Netbox, c'est un outil qui est open source, qui nous permet, qui est hyper pratique parce que notamment, il nous permet de nous interconnecter avec tous les outils d'infrastructure qu'on utilise jusque-là, notamment Metal as a Service, Ansible, OctoDNS, Victory-Metrics pour pouvoir faire de la découverte de cibles automatique, et aussi l'agent qu'on a développé, donc le Netbox Agent, qui va en fait, lui, l'agent, va remonter les informations journalières de chaque machine. C'est un peu équivalent à OCS Inventory pour ceux qui ont fait du GLPI. Va remonter les informations de manière journalière dans Netbox, et ça va nous permettre notamment de, en permanence, régénérer le schéma réseau.
comment on est capable de maintenir un schéma réseau. Alors, le 3/4 des gens le font de manière statique. Nous, en fait, dès le démarrage, on s'est dit, OK, on va le faire de manière dynamique. Donc, on veut qu'il y ait un outil qui nous permette de remonter ces infos-là de manière automatique. Donc, on a aussi une petite CLI que j'ai développée qui s'appelle NBCTL, qui permet d'interagir avec Netbox, donc en ligne de commande, afficher toutes les informations. C'est open source tout ça. Donc si vous allez sur le GitLab Infra RDC, donc l'équipe infrastructure des Restos du Cœur, tous ces projets-là sont open sourcés. Donc n'hésitez pas à les regarder. Vous l'aurez compris, les restos, alors, on vient de très loin, mais globalement, les restos aiment beaucoup l'open source. Et d'ailleurs, je dis l'open source parce que le logiciel libre, c'est pas toujours libre dans ceux qu'on a en tout cas. Donc on aime beaucoup l'open source au resto, plein de raisons. Et voilà un petit peu un panorama rapide de toutes les solutions qu'on utilise au quotidien. Et il y en a plein d'autres qui sont rajoutées dernièrement. En tout cas pour la partie pure infrastructure. Maintenant, je vais rapidement vous parler des services, parce que c'est important de comprendre qu'est-ce qui tourne là-dessus, parce que c'est bien d'avoir mis une infrastructure aussi grosse. Alors je ne vais pas tout vous énoncer, parce qu'il y en a plus d'une trentaine, donc ça risque d'être long. Mais je vais vous montrer un petit peu ce qui a été déployé. Au resto, on avait historiquement on n'avait pas de gestionnaire de mot de passe, et plutôt que de le déléguer à une société externe, on s'est dit, on va internaliser ce truc-là. On avait fait un petit peu le tour des tarifs de combien ça pourrait nous coûter par rapport au nombre d'utilisateurs qu'on a au resto. En fait, la mise en place de cet outil sur l'infrastructure des restos, ça nous a fait économiser 1,5 million de repas. Donc, vous l'aurez compris, 1,5 million d'euros, quasiment, par an. Donc ça, c'est grâce à l'infrastructure qui tourne au quotidien. On a pu mettre à disposition cet outil pour l'ensemble des antennes gratuitement. On a un autre outil qui est Tactical RMM, donc un outil historiquement développé par un admin 6 de la NASA, qui nous permet de remplacer TeamViewer. Et TeamViewer, la licence à l'année, ça nous coûtait très très cher. Et si on l'avait déployé pour toute la France, ça nous aurait coûté quasiment 700 000 repas. Et là, c'est 700 000 repas, encore une fois, qu'on a économisé, qui tournent sur ce cloud. Besoin un peu particulier, et qui est très lié au métier des restos, c'est qu'on stocke de la nourriture, bien évidemment, puisque c'est notre cœur de métier. Et notamment, il faut qu'on soit capable d'expliquer qu'on a une rupture, par exemple, dans la chaîne du froid. Et donc, qu'on puisse être alerté s'il y a un problème au niveau de nos chambres froides et chambres négatives. Et donc, on a développé une solution interne à base d'IoT, rien de bien fou, mais avec, justement, je l'ai présenté à Devox cette année quand j'ai présenté Victor et Metrix, donc notre outil qui observe l'infrastructure, mais aussi qui nous permet d'observer nos chambres froides. On utilise le même. Pourquoi utiliser 10 outils différents quand finalement un outil fonctionne très bien pour ce genre de cas d'usage? Donc voilà, on utilise ça et ça nous a permis d'économiser quasiment 6 millions de repas. Donc ça, c'est un truc aussi qui tourne sur l'infrastructure des restos, parce que l'alerting et la supervision des chambres froides, enfin de la température des chambres froides, c'est un sujet qu'on a en cours là, et qui coûte vraiment très très cher et qui était très attendu au resto. Et donc grâce à ça, ça nous a fait économiser beaucoup de repas. Un autre sujet aussi qu'on a en cours et qui a besoin d'infrastructures, c'est comme on fait de l'inclusion numérique, on a besoin d'avoir des hotspots Wi-Fi dans les antennes, dans les centres de distribution. Et donc pour y arriver, on a aussi encore une fois que des solutions libres. Donc OpenWRT pour la partie borne Wi-Fi, OpenWISP qui est un contrôleur Wi-Fi pour OpenWRT, donc c'est open source. On a Unbound pour pouvoir jouer le rôle de DNS menteur, donc c'est-à-dire que par exemple tous les sites de jeux d'argent, ce genre de choses, est bloqué parce que ça pointe sur notre DNS qui tourne sur notre infrastructure, qui est un DNS menteur. Et on a QuickQuit qu'on utilise pour toute la partie log de nos bornes Wi-Fi. On a des contraintes légales là-dessus. Je l'explique justement dans cette slide-là. On a des contraintes légales sur les connexions. Donc ça, c'est lié à la CNIL notamment. Donc on est obligé de loguer toutes les connexions faites, alors pas les accès au site internet, mais au moins les connexions. On a aussi de l'affichage dynamique qui va tourner. On en parlait justement avec des gens de Scénario tout à l'heure. Donc on a de l'affichage dynamique, donc ça c'est des choses qui tournent sur le cloud des restos. On a des serveurs qui tournent au resto et on a un peu plus de 300 écrans qui sont déployés avec ces informations-là. Et plus de 30 autres services pour un total à peu près de 12 millions de repas distribués en plus. Donc vous voyez un petit peu l'impact qu'on peut avoir au niveau de l'informatique sur une assoce comme les restos, c'est considérable. Donc pour terminer, quelques chiffres.
On a quasiment en moyenne à peu près autour des 700 VM déployés, pour une grande majorité qui sont éphémères, parce que l'idée c'est de ne pas avoir des trucs qui tournent en permanence pour consommer moins. On a environ 400 pods, c'est même un peu plus maintenant, parce que les slides commencent à dater un petit peu. On a 80 serveurs par AZ. On a plus 6 personnes, mais 8 maintenant, qui sont actives sur le projet. Merci les conférences pour ça, c'est incroyable. Si jamais vous êtes intéressé, on recrute. On a plusieurs millions d'euros, enfin de repas distribués en plus grâce à ce truc-là. On a une dizaine d'entreprises partenaires. Et pour terminer, normalement, j'ai... Oh, Resto du Cœur, nous recherchons activement des modules SFP, FortiGate, des trucs un peu puissants, quoi. Puis si jamais vous avez des SSD qui traînent ou des disques durs, ça pourra nous aider pour notre infrastructure. Ouais. Hop là. C'est pas de moi. Alors, c'est pas de moi, hein. C'est d'un humoriste qui s'appelle Ganesh2 sur YouTube. J'ai posté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais partagé un tweet avec des besoins informatiques, et il a repris mon tweet et il l'a parodié avec la voix de Coluche. Je trouvais ça incroyable. J'ai jamais eu meilleure pub que ce truc-là. Pour terminer, au-delà de l'infrastructure, c'est surtout en fait une équipe. On est là pour fournir en fait une équipe d'experts au resto, parce que l'expertise, ça coûte très cher pour des associations, notamment comme les Restos du Cœur, mais pas que. Et ça nous permet aussi comme ça d'aider les ressources nationales qui sont, alors certes salariés, mais qui sont en sous-nombre, hein, puisqu'ils sont 2 donc sur la partie pure technique. Donc c'est compliqué de gérer tous ces sujets. Là, en fait, avec des bénévoles en plus, on vient justement un petit peu les soulager et leur offrir d'autres opportunités. Vous l'aurez compris, on a besoin de vous, parce qu'on a tous une bonne raison de s'impliquer au resto. Je dis assez régulièrement voilà, donc voilà. Et merci pour votre écoute. Si vous voulez me laisser un petit un retour, alors si jamais vous avez détesté la conférence, n'hésitez pas à me le mettre non plus, hein, c'est pas grave, je me fâcherai pas. Donc n'hésitez pas à me laisser un avis. Je vais laisser un petit peu de temps que tout le monde puisse scanner. C'est tout bon? Encore, super. Eh ben, merci énormément au DEFES Toulouse de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci à vous d'être venu m'écouter pour vous parler de ce projet qui me passionne depuis maintenant 3 ans. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup. On a une question. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, à gauche. Merci Julien. Merci. Bravo, c'est impressionnant. Ma question c'est en combien de temps est-ce que vous avez fait tout ça? Parce que l'histoire a l'air d'avoir été itérative et je voulais savoir un petit peu l'échelle de temps. Alors, l'équipe, avec le nombre de personnes qu'on est actuellement, c'est le cas depuis, entre guillemets, je dirais 6-8 mois. J'ai été tout seul, voire un petit peu aidé de mon petit frère pendant les 3 premières années. Mais sinon, en fait, j'ai quasiment, la grande majorité, je l'ai fait au démarrage tout seul pendant les 3 premières années. Puis justement, après, j'ai pu commencer à en parler un peu à l'extérieur. Et d'autres gens m'ont rejoint à ce moment-là. Et donc, ouais, ça fait presque bientôt 4 ans qu'on est là-dessus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne sais pas si on a le temps pour... Merci beaucoup. Merci. Si vous avez d'autres questions, je serai dans la conf.